Un soir de septembre 1961, tandis qu'ils revenaient à leur domicile dans le New Hampshire, Betty et Barney Hill voient une étrange lumière orangée au-dessus des montagnes. Ils auront alors l'impression de s'endormir pour s'éveiller une cinquantaine de kilomètres plus loin. À les en croire, ils auraient été enlevés par des extraterrestres. L'histoire des ovnis a évolué selon des modes. Avec les années 1970, on a assisté à un nouveau chapitre. Les soi-disant enlèvements par des extraterrestres. Ce sujet reste encore aujourd'hui l'un des plus populaires auprès des amateurs. L'histoire qui a donné naissance à cet engouement remonte au milieu des années 60. En septembre 1961, alors qu'ils rentraient chez eux, Betty et Barney Hill auraient observé un objet volant non identifié alors qu'ils traversaient le parc national des Montagnes Blanches. Encore aujourd'hui, les ufologues, les spécialistes des ovnis, considèrent l'affaire Betty et Barney Hill comme le saint graal des enlèvements par des extraterrestres. Aujourd'hui, je vous propose de revoir cette histoire extraordinaire, le voyage interrompu. Christian se rend donc dans l'État du New Hampshire aux États-Unis pour commencer son enquête sur l'enlèvement présumé de Barney et Betty Hill. Dès le début de leur voyage, ils se sont arrêtés dans un petit café de Colebrook. Au moment de quitter le restaurant, Barney Hill a raconté qu'il avait regardé l'heure. L'horloge indiquait 22h05. D'après son estimation, ils auraient dû arriver à Portsmouth aux alentours de 3 heures du matin. Dans les faits, ils sont arrivés un peu après 5 heures. Cette variante de 2 heures va devenir la pierre angulaire de toute cette histoire. Betty Hill, malheureusement décédée en 2004, m'a confié qu'elle et Barney s'étaient arrêtés à plusieurs reprises, au moins 6 fois le long de la Nationale 3, 5 minutes chaque fois, pour observer ce mystérieux objet qu'ils voyaient dans le ciel. On conduisait dans la montagne quand tout à coup, j'ai vu une étoile dans le ciel. Plus je la regardais, plus elle devenait grosse, brillante. Alors, on s'est arrêté pour bien la regarder. En s'arrêtant, elle a changé de direction. On aurait dit qu'elle passait devant la Lune. En tenant compte de ces éléments, combien de temps faut-il réellement pour rallier Colebrook à Portsmouth en passant par Concorde? Aujourd'hui, je me propose de refaire le trajet des Hills en empruntant le même itinéraire. Alors, temps manquant, à nous deux. L'enquêteur s'est donné pour mission de refaire le chemin parcouru par les Hills. C'est un peu au sud de Lancaster que Betty Hill a remarqué en dessous de la Lune une petite lumière dont le mouvement erratique a intrigué le couple. Bientôt, les déplacements de cette lumière sont devenus le sujet de leur conversation. On a commencé à rouler vers le sud. On a roulé environ 50 km et on n'avait toujours aucune idée de ce qu'on voyait. On a essayé d'identifier l'objet. J'ai baissé la fenêtre de la voiture et je leur ai fait signe de la main en disant « Salut ». Christian complète la première portion du trajet, puis calcule combien il a parcouru de kilomètres et surtout, en combien de temps. Il passe ensuite à travers les White Mountains. Betty et Barney Hill ont pu longuement suivre l'objet qui se déplaçait derrière les cimes montagneuses des Montagnes Blanches, éliminant d'emblée la possibilité que l'objet en question ait été un phénomène atmosphérique ou astronomique. Après avoir passé les montagnes, Christian fait un arrêt à Indian Head. En cette soirée du 19 septembre 1961, c'est ici, à peu près à l'endroit où je me trouve, que Betty et Barney Hill se sont arrêtés une dernière fois. Barney Hill est sorti de la voiture avec des jumelles pour mieux détailler l'objet qui se tenait à peu près à la hauteur de la cime des arbres que l'on voit juste derrière moi. À travers ces jumelles, Barney a pu mieux détailler l'objet qui ressemblait à 2 crêpes avec une série de hublots carrés. Derrière ces hublots, il a pu observer une demi-douzaine de créatures qui le regardaient avec insistance. Des créatures avec le teint pâle et des yeux très oblongs, étirés sur les côtés. Ces créatures semblaient lui parler par télépathie, lui disant « Ne bougez pas, nous ne vous voulons aucun mal. » Barney avait l'impression qu'ils essayaient de le capturer. On est retourné à la voiture en courant et on s'est mis à rouler très vite sur l'autoroute.
Pendant qu'on roulait, on ne voyait pas le vaisseau. En quittant Indian Head, Betty et Barney Hill ont raconté qu'ils avaient entendu une série de modulations électroniques semblables à un bip, bip, bip. Ils seraient tombés alors dans une espèce de sommeil comateux et auraient roulé jusqu'à une clairière où les attendaient des extraterrestres. Notre enquêteur se rend ensuite à la fameuse clairière, toujours en calculant temps et kilomètres parcourus. On a vu ce qu'on croyait être la Lune qui se levait, puis on a vu un groupe d'hommes sur la route qui nous barrait le chemin. Barney a arrêté la voiture, le moteur s'est étouffé. Ils se sont approchés, ils nous ont sortis de la voiture le long d'un chemin dans les bois, là où le vaisseau était posé. Ils étaient 11 pour des fins d'identification. Il y en avait un qui parlait un anglais assez limité. On l'a appelé le chef. Il nous a dit « Je veux simplement faire quelques tests ». Ils nous ont vérifié les yeux, les oreilles, le nez et la gorge. Ensuite, ils ont fait 2 tests avec moi. Un sur mon système nerveux et un deuxième où ils ont essayé de mettre une aiguille dans mon nombril. Ils disaient que c'était un test de grossesse. Le premier test fait sur Barney ressemblait au mien, mais ils se sont plus intéressés à la structure de ses os. Dès que les examens seraient finis, nous pourrions retourner à notre voiture. Depuis, des maisons ont été construites sur le lieu de l'enlèvement. Cependant, les archives de Christian montrent l'endroit à une époque où tout était encore intact. Les Hill auraient été reconduits à leur voiture, qui avait été replacée un peu derrière moi. Ils seraient remontés à bord et repartis en direction de Portsmouth. Le New Hampshire n'a pas attendu l'affaire Hill pour faire sa place dans l'histoire des ovnis. À quelques kilomètres au sud de Portsmouth se trouve la ville d'Exeter. Le 3 septembre 1965, un jeune homme, Norman Muscarello, se présente au poste de police. Il est encore sous le choc. Il raconte qu'il a été poursuivi par un ovni alors qu'il faisait de l'autostop à l'extérieur de la ville. Au même moment, un policier, Eugene Bertrand, qui circule juste aux limites d'Exeter, aperçoit une voiture garée sur le bas-côté de la route. La conductrice est encore sous le choc. Elle lui raconte qu'elle a été poursuivie aussi sur des kilomètres par un ovni. Lorsque Muscarello et Bertrand arrivent sur le lieu des incidents, ils voient apparaître derrière un bouquet d'arbres proches un objet volant rougeâtre qui jette des lueurs un peu partout. L'objet fonce sur eux et disparaît lentement dans le ciel. Cet incident marque le début de toute une série d'observations qui seront rapportées dans le sud du New Hampshire et qui feront l'objet d'un ouvrage à succès, Incident à Exeter. L'auteur, John J. Fuller, sera le même qui, un an plus tard, signera Le Voyage interrompu, racontant l'histoire de Betty et de Barney Hill. Christian se rend dans le New Hampshire pour refaire le chemin emprunté par les Hill en 1961, année où ils auraient été enlevés par les extraterrestres. À en croire le récit des Hill, après l'épisode de l'enlèvement, ils auraient roulé sur une 50aine de kilomètres dans un état de semi-conscience. Ils n'auraient retrouvé leurs esprits qu'avec l'audition d'une seconde modulation électronique, ce fameux bip, 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 et l'apparition d'un panneau routier annonçant la proximité de la ville de Concorde. Voulant approfondir son enquête, Christian se rend à l'université du New Hampshire pour voir les artefacts liés à l'enlèvement. Au décès de Betty Hill en 2004, ses archives et ses collections personnelles associées à son histoire d'enlèvement extraterrestre ont été confiées à l'université du New Hampshire à Durham. Aujourd'hui, cette collection extraordinaire est entre les mains du curateur Bill Ross. Donc, voici le dessin de la fameuse étoile. Je vais la sortir pour que vous puissiez bien la voir. Comme vous voyez, le papier est fragile et taché. Il a été sujet à de nombreux examens minutieux. On en a parlé dans le cadre de la série de Carl Sagan. And these are the description of the Hill from what they saw. En fait, c'est un dessin qui a été fait selon ce que Barney Hill prétend avoir vu. Et voilà qu'avec l'avènement de l'affaire Hill, on voit apparaître cette description des petits hommes gris aux yeux bridés.
L'artiste David Baker, qui a pris la description des Hills pour faire ses dessins et ses peintures à la suite des événements allégués. Il y a quelques années, alors que je visitais Betty Hill, elle m'a montré la robe qu'elle portait le soir de cet enlèvement, une robe bleue. Et curieusement, il y avait cette décoloration par une poudre rose sur les épaules, qui d'ailleurs restait un peu énigmatique, toute cette histoire de décoloration. Comme vous pouvez voir, c'est presque la couleur originale. Vous pouvez voir les taches sur l'ourlet, sur les épaules, et il y en a sur le dos aussi. Je suis un archiviste depuis plus de 30 ans, et cette robe de Betty Hill est le seul cadeau que j'ai reçu. J'ai dû aussi la partager avec d'autres chercheurs et qui ont pris des échantillons. Cathy Martin souhaite que la science permette d'identifier la substance qui se trouve sur cette robe. C'est ce que l'on sait maintenant, si ces analyses ont pu déterminer de manière définitive pourquoi la robe avait changé de couleur de cette manière. Le test le plus récent montre qu'il y a 2 substances organiques sur le tissu, mais nous ne sommes pas en mesure de dire d'où elles proviennent. Ni ce qui aurait pu causer la décoloration de la robe. Si on parle spécifiquement de vous sur le plan personnel, croyez-vous que Betty et Barney Hill ont été enlevés par les extraterrestres? Eh bien, je dois dire qu'en tant qu'historien, je ne suis pas convaincu. Selon moi, Betty croyait bel et bien à ces événements, mais je me range plutôt du côté des sceptiques. Pour les partisans des enlèvements extraterrestres, les extraordinaires similarités qui existeraient entre les récits des victimes seraient un gage de leur authenticité. Les ufologues, les spécialistes des ovnis, font remarquer que ces gens ne se connaissent pas et n'ont à peu près aucune connaissance du phénomène des ovnis. En 1977, Alvin Lawson, un professeur d'anglais à l'Université de Californie à Long Beach, le Dr. W.C. McCall, un praticien de l'hypnose clinique, et l'auteur scientifique John de Herrera ont procédé à une expérience pour le moins significative. Puisque la plupart des récits d'enlèvement par des extraterrestres ont été obtenus par des sujets placés sous hypnose, comment savoir si ces récits sont le reflet de la réalité ou des scénarios imaginaires? Pour les besoins de l'expérience, les 3 chercheurs ont sélectionné 16 volontaires qu'ils ont placés en état d'hypnose et qu'ils ont invités ensuite à décrire un enlèvement extraterrestre. Il ressort de cet exercice que de nombreux sujets de l'expérience de Lawson ont décrit des récits très semblables à ceux des véritables enlevés. L'expérience de Lawson montre que l'imagerie populaire associée aux ovnis, aux extraterrestres, aux enlèvements, de Mars Attack aux Simpsons, est si omniprésente dans la culture qu'il est impossible pour quelqu'un vivant en Occident de prétendre qu'il ne connaît rien à ces sujets. Bref, il n'est pas nécessaire d'avoir été enlevé par des visiteurs venus d'une autre planète pour imaginer des extraterrestres à la peau grise et aux yeux noirs. L'expérience de Lawson a été plutôt mal accueillie par les amateurs d'ovnis. On se demande bien pourquoi. Les ufologues ont fait remarquer que le témoignage des véritables enlevés était généralement beaucoup plus émotif que les gens soumis à l'expérience de Lawson. C'est vrai. Mais les véritables enlevés racontent leur histoire en étant persuadés qu'elle est vraie, alors que les gens soumis à l'expérience de Lawson savaient pertinemment que ce qu'ils racontaient n'était qu'un scénario imaginaire. L'expérience d'Alvin Lawson ne prouve pas que les véritables enlèvements extraterrestres n'existent pas. Mais ces similarités ne s'expliquent-elles que par des expériences vécues? Rien n'est moins sûr. Notre enquêteur termine enfin son parcours en arrivant devant la maison des Hill à Portsmouth. Un trajet que ces derniers avaient mis 5 heures à parcourir. Je suis devant le 953 State Street à Portsmouth, l'ancienne résidence des Hill.
de Colebrook en suivant la Nationale 3, puis la Nationale 4, depuis Concorde, j'ai mis 5h30 pour rejoindre ma destination, et ça, une vitesse moyenne de 75 km/h. En considérant raisonnablement que Barney Hill a probablement rétrogradé sous les 60 km/h pour mieux détailler l'objet à travers le pare-brise, et que les Hills ont peut-être pris 1 ou 2 minutes de plus lors de leur halte, le temps manquant fond comme neige au soleil. Deux ans plus tard, toujours préoccupés par ces heures manquantes, les Hill ont fait la rencontre du docteur Benjamin Simon, un neuropsychiatre de Boston, qui leur a proposé un traitement via l'hypnose régressive. C'est dans cet état que les Hill ont raconté ce qu'ils croyaient être la clé à ces heures manquantes. Yes, all right. I'll take it by head. All right. Pull the binoculars away. God, give me strength. All right. Pull them down. Run! Pull these binoculars down and run. God, if there's a God, give me strength. Quand on analyse soigneusement le discours des Hill, on découvre assez rapidement qu'une partie de leur récit semble liée à leurs préoccupations et à leur profil personnel. Nope. I asked the leader, I said, why did they stick the needle in my navel? And he said it was a pregnancy test. C'est vrai que les Hill ont admis eux-mêmes qu'entre le moment de l'observation de l'OVNI dans les Montagnes Blanches, en 1961, et leur rencontre avec le docteur Benjamin Simon, en décembre 1963, ils avaient lu et regardé à la télévision tout ce qui se rapprochait de près ou de loin au secours volant. The Sunday Mirror tomorrow prints the strange story of Barney and Betty Hill. Christian va à la rencontre d'Amir Raz, professeur en psychiatrie à l'université McGill, pour en savoir davantage sur les récits rapportés sous hypnose. À quel point est valable un souvenir obtenu sous hypnose? L'hypnose est en général une technique qui peut nous servir pour générer non seulement des souvenirs, mais aussi toutes sortes de comportements. Les souvenirs obtenus sous hypnose sont extrêmement précaires. La moitié sont incertains et sont liés à des conversations précédentes. Autrement dit, bien des souvenirs générés sous hypnose sont généralement peu fiables. So, the examiner he helped me get up off the table, and I swung around, and he gave me my shoes. Les gens qui vivent une expérience hypnotique ne sont pas endormis. On a longtemps cru qu'il y avait un rapport entre le sommeil et l'hypnose. Mais maintenant, on sait que ce n'est pas le cas. Nous savons aussi que les gens sont extrêmement vigilants sous hypnose. Leur activité cérébrale est intense. Ils sont extrêmement concentrés sur ce qu'on leur dit ou leur suggère. Autrement dit, on peut créer des souvenirs et des expériences qui n'arrivent pas dans le monde réel. Elles se passent dans notre imaginaire, mais elles nous semblent vraies et concrètes. Toutes les suggestions passent par le cerveau, mais n'ont pas réellement eu lieu dans notre vie. And I said, boy, I don't know what they expected, but that was no pregnancy test here. Donc, chaque fois que nous pensons à quelque chose, chaque fois que nous ramenons cette pensée dans notre mémoire, qui est un grand réservoir d'informations, on sort cette information et on se la remémore en changeant quelques détails au passage. Et c'est pourquoi, par exemple, lorsque vous écoutez vos amis ou vos proches raconter une blague, vous constaterez qu'ils la racontent un peu différemment chaque fois. Ils changent quelques petits détails et au fil des ans, la blague change elle aussi. Parce que chaque fois qu'elle est racontée, elle se loge différemment dans votre cerveau. Si vous vérifiez, vous pourrez réellement voir une différence entre la blague originale stockée dans votre cerveau et celle qui s'est graduellement transformée au fil du temps. We gotta get away, Betty. All right. Calm down. Calm down. I'm driving. We gotta get away. Oh.
How could you be sure he was telling you this? I think that most people who are under hypnosis. Je pense que la plupart des personnes qui sont sous hypnose et qui se créent des souvenirs ne mentent pas consciemment. Ils ne le font pas avec l'intention de tromper. Que l'on appelle ça mentir, spéculer ou deviner, ce sont tous des termes qui veulent dire la même chose. Cependant, il est possible de se trouver sous hypnose et de modifier l'information de façon plausible, tout en restant convaincu qu'elle est bien réelle. L'histoire des Hill est en fait deux histoires en une. La première, dont les Hill gardaient un souvenir conscient, est cette histoire d'observation d'un ovni alors qu'il traversait le parc national des Montagnes Blanches. La deuxième histoire est cette affaire d'enlèvement par des extraterrestres dont les Hill ne gardaient aucun souvenir avant d'être soumis à l'hypnose par le docteur Benjamin Simon. Le témoignage des Hill n'est guère différent des milliers d'autres témoignages du genre colligés depuis la fin des années 1940. L'affaire Hill ne nous apprend pas beaucoup de choses sur les extraterrestres, mais nous révèle énormément sur les mécanismes de la mémoire et de l'inconscient. Un terreau particulièrement fertile à l'atterrissage d'êtres venus d'autres mondes.